Bonsoir tout le monde. Bienvenue au meet-up mensuel du X-Writers FR. Aujourd'hui, on va parler de content design et de product marketing et plus spécifiquement de l'articulation de ces deux disciplines. Mais avant ça, vous rappelez que on a un compte Ko-fi sur lequel vous pouvez faire un petit don si vous aimez ce qu'on fait. Ça nous permet, nous, de continuer de payer les abonnements sur Meetup ou Google, là, pour la plateforme vidéo. Autre chose, on attend toujours et nous, on a une idée assez précise du déroulement de l'année, mais si jamais vous avez une idée de talk, contactez-nous. Même si c'est un peu flou, on pourra affiner ça ensemble et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui se proposent. La dernière chose, j'ai envoyé un sondage que j'enverrai une dernière fois pour savoir si on continue, somme toute, les meet-up le soir ou si on passe à la pause de midi. Mais maintenant, Nico et Sophie, ça va être à nous. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie du temps que vous allez passer avec nous ce soir. Sophie, on te connaît un peu, mais je veux bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Et puis, Nico, tu pourras enchaîner également sur une présentation de ton parcours. Hello, très rapidement, je m'appelle Sophie, je suis content designer chez Blablacar depuis le mois d'août 2021, donc un peu plus d'un an. Avant de rejoindre Blablacar, j'étais chez Doctolib pendant presque 2 ans en tant que UX Writer, puis ensuite lead UX Writer. J'ai eu l'occasion de créer une équipe UX Writer chez Doctolib, et avant ça, j'étais en freelance pendant 3 ans. Et plutôt côté marketing et création de contenu pour le marketing. Voilà. Bonsoir à tous. Donc Nicolas, je suis Product Marketing Manager chez Blablacar. Moi depuis juin 2021, donc on est arrivé à peu près en même temps avec Sophie. Avant ça, j'ai essentiellement fait du marketing dans différents types de grandes boîtes. Je fais du product marketing chez PayPal. Et après, pas mal de CRM, de partnership marketing, enfin tout un tas d'expériences différentes en marketing. Voilà, donc très content d'être là ce soir. Super. Pour les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra à la fin des questions que le collectif a prévues. Pour donner un peu de contexte, cet été, avec Sophie, je me suis retrouvée dans un événement du X à parler du X-Writing et puis on discutait. Et je me souviens, Sophie, tu m'as dit, tu m'as parlé de l'articulation justement product marketing UX Writers. Et je me suis dit, mais faut vraiment qu'on en fasse une soirée parce qu'il y a pas mal de spécificités chez Blablacar. Mais la première question, c'est de savoir, pendant la phase de recrutement, la première fois qu'on vous a pitché l'orga, qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que ça vous a fait? Nico, tu peux te lancer en premier si tu veux. Yes, alors moi j'étais un peu biaisé dans le sens où notre lead product marketing, Caroline, j'avais bossé avec elle chez PayPal, donc on se connaissait déjà un petit peu. Et je crois que moi ce qui m'a plu, la première chose qui m'a vraiment convaincu, c'est que l'équipe product marketing était dans l'équipe produit et pas dans l'équipe marketing, et qu'on était dans une équipe qui se construisait, qui était assez récente, puisque Caroline avait rejoint Blablacar comme première PMM un an avant, et avec vraiment cette intégration au sein de l'équipe produit, au sein des processus et des méthodes de l'équipe produit, et qu'on venait apporter notre expertise marketing, je dirais nos skills qui
plutôt de user centricity qui était recherché par Blablacar. Donc moi j'ai été convaincu par ça, et puis aussi par la verticalité possible en fait. Donc chez Blablacar on peut être aussi contributeur individuel et avoir une grande autonomie. Donc je pense que tout combiné, ça ressemblait et ça ressemble toujours à un post top. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup, de mon côté, c'était un petit peu différent parce que, en fait, je m'attendais à rejoindre l'équipe product design et d'être avec les product designers. Et quand on m'a parlé de l'organisation, de l'équipe donc qui s'appelle Product Engagement, donc on m'a dit tu rejoins une équipe où il y a les product marketing managers, les user researchers, les content designers et l'équipe CRM Automated Program. Et du coup, j'étais vraiment étonnée en fait au début. Je comprenais pas trop l'organisation. Et vraiment, encore une fois, je m'attendais à rejoindre l'équipe product design parce que c'est ce que je connaissais, c'est ce que j'avais vécu chez Doctolib, c'est ce que j'avais vu en freelance avant. Et en fait, après, on m'a un petit peu plus expliqué la vision et pourquoi l'équipe avait été construite comme ça. Et on m'a parlé de end-to-end expérience. On m'a dit que l'idée, en fait, c'était un peu de sortir d'une bulle design. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Je crois que c'est l'argument qui m'a convaincu le plus. De dire, mais en fait, le contenu, il n'est pas juste dans le design. C'est vraiment, chez Blablacar, on a une vision end-to-end expérience. Donc, il n'y a pas que le flow. Il y a les emails, il y a les push notifications. Il se passe quelque chose avant, il se passe quelque chose après. Et tout ça, ça crée l'expérience. Et donc, en fait, j'ai compris la valeur de cette équipe à ce moment-là. Et, euh, et ouais, clairement, j'ai rapidement adhéré et je savais pas trop ce que ça allait donner, la collaboration avec les PMM, les user researchers, etc. Donc voilà. Super. Désolée, j'avais coupé mon micro. Est-ce que vous pouvez décrire, là déjà on a une bonne idée, mais particulièrement au niveau d'une squad, ça donne quoi cet orga-là en termes de management, de la question de la verticalité dont tu parlais, Nico, plus tôt. Et tu peux te lancer d'ailleurs. Oui, je, je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur un an et demi, le modèle a évolué au fur et à mesure des expériences qu'on s'est créées tous ensemble. Je crois que initialement, on était parti sur un modèle qui était effectivement plutôt par squad, en disant, bah voilà, un PMM, un UX writer vont s'occuper d'une partie qui peut être les conducteurs de covoiturage, l'autre les passagers, l'autre les bus, etc. Et en réalité, je pense qu'on est passé plutôt sur un système par projet et par finalement un peu de roadmap entre nous, de l'équipe Product Engagement. Ce qui, à mon sens, a vraiment libérer la façon dont les équipes travaillent parce que justement, on a été habitué à travailler avec beaucoup d'équipes différentes, avec beaucoup de squads différentes. Et donc, à la différence de product managers qui peuvent être très focus sur euh, leur, euh, leur squad et leurs écrans et leur partie du produit, nous, on a l'opportunité de travailler sur pas mal de parties. Et au fur et à mesure, je dirais que la vision end-to-end dont Sophie parlait, en fait, c'est pas juste un mot, c'est qu'en fait, on connaît le produit de façon end-to-end au fur et à mesure. Et je pense qu'on est capable d'avoir de la valeur ajoutée à plusieurs moments parce qu'on est à travers le produit, à travers les projets. Et je crois que ça, c'est vraiment un truc qui rend cette organisation hyper efficace et hyper pertinente pour l'équipe produit. Euh, voilà, et je pense qu'au quotidien, ça se trans, enfin, ça se transmet par la capacité qu'on a à comprendre ce que les décisions qu'on prend sur telle ou telle partie du produit peuvent avoir à d'autres moments beaucoup plus lointains, ce que le PM n'aura pas forcément. Donc je pense que la cohérence après du content tel qu'on l'écrit, le positionnement des produits, tout ça prend de plus en plus de sens, je trouve, depuis qu'on fonctionne comme ça. Et peut-être que Sophie, tu as ajouté un truc là-dessus.
Non, non, enfin, complètement alignée avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on s'en rend compte aujourd'hui, peut-être avec 1 an d'expérience et de recul, que du coup, on est aussi un peu cette équipe, pas pivot, mais en fait qui permet de connecter différents projets entre eux. Et quand on va, ben, du coup, on est sur plusieurs projets différents. Et c'est vrai qu'on arrive à connecter à mon sens, en tant que content designer, c'est aussi comme ça qu'on crée de la consistance entre les différents projets parce que on sait que, ben, tiens, on a dit tel terme sur ce projet-là, ben, du coup, il faut le répercuter sur celui-ci. Et du coup, il y a aussi les PMM, comme on travaille ensemble, qui peuvent être garants de ce contenu-là aussi en disant, ben, là, on a écrit, je sais pas, n'importe quoi, et là, on a écrit ça. Et du coup, voilà, faut être vraiment, tout le monde est vigilant, en fait, et je trouve que ça a beaucoup de sens pour la partie contenu, euh, d'être tous impliqués à ce niveau-là et d'être capable d'être sur tous les projets avec autant d'attention, quoi. Euh, Nico, quand tu l'expliques, je me dis que les personnes un peu du produit ou du design doivent se dire que en fait, t'es PM ou alors, mais en fait, t'es UX writer. Euh, Est-ce que ça t'arrive et que réponds-tu dans ces cas-là? Ouais, effectivement, ça arrive. Je pense qu'en fait, déjà, de façon générale, le rôle de product marketing, il existe depuis quand même pas mal d'années. Après, selon les typologies de boîtes, ça change. La description et la façon qu'on a de le percevoir. Chez Blablacar, on est quand même à 98% B2C. Donc déjà, rien que ça change un petit peu la façon dont on perçoit le rôle de PMM. Je pense que nous, en tout cas, pour clarifier, tel que nous, en tout cas, on se présente en interne, on, on essaye d'être la voix de l'utilisateur et la voix du client. Et c'est pour ça que j'utilise aussi le mot client un peu à dessein, parce que finalement, le rôle du marketing, c'est de rappeler que c'est pas juste des utilisateurs qu'on a en face de nous, c'est aussi des clients qui payent pour un service et qui doivent avoir une perception de la valeur ajoutée de ce service pour lequel ils payent. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est au moment, que ce soit au moment de la discovery, pendant la delivery et après le suivi de la feature ou du produit, c'est de s'assurer qu'en fait, la compréhension du produit, que la valeur ajoutée, elle est bien perçue. Et donc, je crois que ça, c'est pas nécessairement natif chez un PM. Et je pense que c'est plutôt le réflexe d'un marketeur. Ensuite, il y a des skills qui sont très similaires à celles d'un PM dans le sens où bah, c'est aussi beaucoup de la gestion de projet, de la capacité à faire travailler des équipes différentes ensemble, de traduire des besoins utilisateurs en langage tech, voilà. Et après, sur la partie UX writer, moi, je dirais que, en fait, je pense que là où la différence, enfin, pour moi en tout cas, là où la différence s'arrête, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est qu'en fait, moi, c'est pas mon expertise, c'est pas mes skills. Et je pense que chez Blablacar, il y a une compréhension assez claire des skills de chacun. Et qu'en fait, moi, mon job, c'est pas ça. Mon job, c'est pas d'écrire les contenus, c'est pas de structurer le messaging de telle ou telle feature. Mon job, c'est de placer cette feature, de placer ce produit dans un contexte de tas d'autres produits, de tas d'autres features qui s'accumulent les unes à côté des autres, de les faire vivre ensemble et de faire en sorte que quand on en lance une, qu'on en relance une, on atteigne des objectifs d'adoption assez élevés. Et je pense que une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est conscient je dirais des limites des compétences de chacun, déjà ça se passe beaucoup mieux. Comme l'orga que vous décrivez depuis le début est quand même assez atypique, j'imagine que ça n'a pas dû être forcément évident. Bon, alors Nico, tu disais que tu arrivais un peu rassuré déjà puisque tu allais travailler avec une ancienne collègue, mais euh, avec un peu de recul, quelles sont les craintes que votre quotidien est venu dissiper? Bah, si je commence là-dessus,
Moi, ma principale crainte, mais je l'ai un petit peu évoqué au tout début, c'était d'arriver dans une structure que je connaissais pas et qui m'était inconnue dans le sens où je m'attendais à rejoindre une équipe product design et je me retrouve dans l'équipe product engagement. Donc c'est complètement nouveau et en fait la première et la principale crainte que j'ai eue, c'était de perdre la proximité un peu naturelle qu'on a avec les product designers de par notre métier et du fait qu'on soit dans la même équipe. Je trouve que le pont était assez évident avec les product designers et du coup, je me suis dit comment on va créer une équipe et une proximité dans cette team product engagement. Et au final, ces histoires d'équipe, elles n'existent pas trop au quotidien. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais j'ai l'impression que le fait qu'on bosse par projet et que du coup, on soit un peu tous ensemble et un peu tous mélangés sur les différents projets. Et en plus, on a un framework qui est en 7 étapes et qui du coup est un peu le fil conducteur de tous nos projets. Mais en fait, chacun a un peu sa place, chacun a un peu son rôle. On sait qui fait quoi, qui doit faire quoi, qui doit arriver à quel endroit dans ce framework. Et en fait, la proximité, voilà, elle n'existe pas avec les équipes. Enfin, elle est complètement naturelle. Et aussi, au final, avec le recul, la proximité avec les PMM, elle n'était pas évidente pour moi. J'avais jamais travaillé avec autant de proximité avec les PMM. Souvent, c'était moi qui allais leur demander des ressources ou qui allais leur demander de l'aide de façon un peu ponctuelle et pas du tout de manière systématique, ni sans aucun process, ni sans aucune méthode. Et donc, voilà, j'avais aussi un peu la crainte de me dire, mais en fait, comment on va bosser ensemble? Est-ce que je vais me retrouver à devoir faire du marketing, par exemple, ou le PMM à écrire du contenu avec moi? Enfin, je voyais pas trop à quel moment on allait pouvoir faire une vraie passation. Et encore une fois, le framework nous aide à bien comprendre les limites de nos scopes et du coup, il y a quelque chose d'assez fluide et naturel qui se crée. Donc voilà, c'était un peu les craintes que j'avais au début. Euh, qui sont assez vite dissipés au final. Ouais, moi je crois que, enfin, en fait, j'avais un peu des craintes similaires et en fait, c'est lié aussi à ta question précédente, Amandine, c'est que, bah, en fait, quand une équipe IMM est récente, tu as toujours ce côté, mais en fait, vous faites quoi? Vous servez à quoi? Donc je pense que en tant que PMM, ça fait un peu partie du job d'être capable d'expliquer et de prouver en fait à quoi on sert. Donc je pense qu'assez rapidement, nous, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de se dire bah comment on s'insère dans le framework dont Sophie parle, sur lequel on pourra revenir. Comment on s'insère dans ce framework et comment on mesure aussi la performance de nos apports dans ce framework. Et je crois que une fois que ces 2 points ont été clarifiés sur un certain nombre de projets, je crois qu'en fait, ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres discussions. Ça a ouvert la porte à plein de questions. Ça a ouvert la porte à plein de volonté de changer des choses. Et en fait, je crois que moi, en tout cas, un des trucs que j'ai trouvé intéressant et là où la collaboration entre nous marche bien, c'est de comprendre que même en fait, des vieux écrans legacy où en fait on se dit ouais, mais en fait on sait pas trop pourquoi ça marche pas. Bah, en fait, la collaboration PMM content, disant bah en fait on va repartir d'une discovery rapide, se dire mais en fait quel est le problème avec cet écran? Est-ce qu'en content on peut changer quelque chose rapidement sans revoir tout le flow, sans changer le design, etc. Juste de se dire bah peut-être que les mots qui sont employés c'était valable il y a 4 ans, peut-être qu'aujourd'hui ils ont plus de sens. Pourquoi ça aurait plus de sens? Pourquoi il faut les changer? Bah ça a été les premiers use cases, on a travaillé ensemble. Et je pense qu'en fait, c'est des petits, voilà, c'est vraiment des quick wins sur lesquels on a très vite prouvé que cette collaboration-là, en fait, elle avait du sens. Donc, voilà, c'est typiquement ce genre de craintes qui ont été très rapidement évacuées pour moi. Ok, super. Est-ce qu'il y a quand même un moment, parfois, où vous avez un peu envie d'aller déborder sur les attributions l'un de l'autre? Moi, de mon côté, je dirais que en fait, on se sollicite un peu mutuellement. Sur certains projets, je vais avoir tendance à
solliciter le PMM pour brainstormer sur un contenu. En fait, dans notre framework dont on parle, le PMM a un rôle assez clé pour le content designer dans le sens où il y a une étape qui s'appelle claim et dans laquelle le PMM va être en charge de créer un peu tout le pitch de la nouvelle fonctionnalité ou de ce sur quoi du projet sur lequel on travaille. Donc, ça arrive assez tôt dans notre framework. Et, en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, ça force toute la squad et toute l'équipe du projet à essayer de réfléchir déjà au message et un peu à la promesse de la solution, même si on n'est pas du tout en train de la designer à ce moment-là. Et tout ça pour dire qu'en fait, le PMM est assez bien placé pour brainstormer avec moi sur le contenu. Et donc, en fait, des fois, ça arrive quelquefois où je vais demander un peu son avis ou en tout cas une review sur mes contenus et où moi, je vais avoir aussi un œil sur cette phase de pitch, en fait, où du coup, je vais m'assurer que dans l'exercice, en fait, le livrable de cette étape, c'est de décrire un tweet très succinct de la promesse, donc en très peu de caractères. Donc, en fait, à ce moment-là, chaque mot a son sens, chaque mot a un intérêt. On pèse vraiment le moindre verbe, est-ce que c'est le bon verbe, est-ce que c'est ce que ça. Et du coup, voilà, donc en fait, on va un petit peu déborder sur ces étapes-là. Et en tout cas, moi, je n'hésite pas à des fois ramener un peu le PMM sur la partie qu'on appelle exécute, où du coup, je vais être certaine de ce que j'ai écrit, ça correspond bien à ce que cette personne avait en tête, etc. Donc, ouais, en fait, j'ai l'impression que je fais quand même beaucoup de choses ensemble, ou en tout cas, il y a le framework dont on parle depuis tout à l'heure, nous force aussi un petit peu à avoir un œil sur chaque étape, même si c'est pas l'étape sur laquelle on a été le plus productif ou le plus présent. Mais du coup, voilà. En fait, chaque étape, il faut que tout le monde soit d'accord pour passer à la suivante, parce que s'il y a encore des inconnus ou une personne qui n'est pas forcément d'accord dans le projet, ça pose problème à la fin sur la partie solution. Je crois qu'on déborde en fait de cette manière-là un peu. Ouais, effectivement, c'est peut-être là où on déborde. À vrai dire, moi, je suis plus dans un. Enfin, je me dis, là où j'aimerais savoir déborder, c'est que j'aimerais bien justement avoir certaines skills de nos UX writers, de savoir, je dirais, faire un peu de la magie avec les concepts qu'on manipule, qui sont parfois un peu fumeux. Et je pense qu'après aussi, enfin, moi, la façon dont je le vois de mes expériences de marketeur précédentes, c'est aussi, enfin, en fait, c'est exactement le même exercice que quand on brief pour une créa, quand on brief pour une campagne, etc. Il y a un moment où, en fait, le rôle du marketeur, c'est pas d'écrire et pas de faire à la place du créatif. En fait, c'est de pouvoir donner toutes les informations et toute la clarté nécessaire sur le fonctionnement du produit, sur le fonctionnement de la feature, sur pourquoi ça répond à un besoin utilisateur, etc. pour que, en fait, le X-Writer puisse faire le meilleur job possible. Et en fait, moi, si je me mettais à écrire, je suis pas sûr qu'en fait, on obtiendrait ce résultat-là, parce qu'en fait, c'est pas en répondant à mon propre brief que j'obtiendrai ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, effectivement, je crois que le framework, en fait, aide clairement à limiter ce rôle-là et ces débordements. Et puis, oui, après, c'est plus, je pense, de la curiosité, d'avoir envie de savoir comment la magie, la magie avec les mots opère après, qui clairement n'est pas toujours notre spécialité, quoi. Ok. Alors, je vois que, ou alors il y a un bug de mon côté, mais j'ai pas de questions dans le chat et on arrive au bout des questions qui avaient été prévues. Donc, si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à les écrire. Au quotidien, quelles sont les personnes avec lesquelles vous échangez le plus dans le cadre de ce fameux framework? Sophie, si tu veux commencer. Moi, je dirais que c'est les product marketing managers, les designers, product designers et le PM, en fait. Les gens avec qui je vais le plus échanger. Encore une fois, on a ce fameux framework qui est l'ossature de notre projet. Donc, en fait, on va systématiquement solliciter toute la squad ou toute l'équipe projet tout au long de ce process, en tout cas jusqu'à créer du problème jusqu'à la solution. Et en fait, on va échanger tous ensemble. Donc, des fois, il y a aussi le user researcher
qui va participer parce qu'en fait, il y a une grosse phase de user research. On va travailler pas sur une solution, mais sur un prototype qu'on va tester. Donc, en fait, il y a le user researcher qui est dans la boucle aussi. Parfois, c'est des sujets qui vont être un petit peu plus, on va dire, globaux sur l'image de marque qui vont concerner aussi la brand, par exemple. Et dans ce cas, on va devoir aussi inclure l'équipe créative dans nos projets parce qu'il y a des besoins de création spécifiques visuellement ou alors des contenus qui sont un petit peu en dehors de mes compétences de UX-writer, qui sont un peu plus, on va dire, marketing. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'interactions en dehors de l'équipe produit, mais principalement, ouais, le PMM, le designer et le PM, c'est nos interlocuteurs principaux. Ouais, moi c'est pareil, hein. Je pense que c'est essentiellement dans l'équipe produit. Après, on interagit pas mal avec l'équipe marketing. Enfin, on essaye en tout cas d'interagir de plus en plus avec l'équipe marketing. Chez Blablacar, l'équipe marketing, elle est surtout focus sur l'acquisition. Donc finalement, nous, notre rôle, c'est un peu de courroie de transmission entre ces campagnes d'acquisition et leur adoption du produit. On travaille aussi assez régulièrement avec des équipes plus business, plus stratégie, en fait, sur lesquelles on travaille sur des personas, sur sur l'identification des problèmes qu'on souhaite résoudre sur la roadmap de l'année prochaine, enfin des projets un petit peu plus long terme. Donc, on est impliqué sur ces sujets-là. Mais après, c'est au quotidien, vraiment, c'est effectivement PM, designer, UX writer et research. Je pense nos plus gros interlocuteurs. Ok. La question un peu use case. Quand un nouveau projet arrive, concrètement, ça se passe comment? S'il y a une nouvelle feature dans le tuyau, est-ce que vous pouvez me décrire les différentes phases du fameux framework et ce que vous y faites? Nico, je veux bien que tu commences. Alors, je vais faire de la pub pour nos anciens de Blablacar, Rémi Guyot et Tristan Charvier, qui étaient notre CPO et notre VP Product Engagement, justement, qui ont écrit un bouquin que vous avez dû nécessairement voir passer sur votre LinkedIn ces dernières semaines, qui s'appelle Discovery Discipline. En gros, c'est un process qu'ils ont créé il y a quelques années avec les équipes de Blablacar et qu'ils avaient commencé à travailler chez PayPal avant, qui est un sujet, donc un framework qui s'appelle Focused, qui découpe en fait le travail de discovery en plusieurs étapes, mais essentiellement, pour la faire assez rapide, et je vous invite à suivre une de leurs conférences ou de lire le bouquin parce qu'ils en parlent en général mieux que nous. Mais pour faire assez simple, en général, forcément, tout débute avec un kick-off entre le PM, le PMM, content, le design, et en général, avec de l'input data, pour essayer vraiment de scoper et de limiter le projet qu'on essaye de lancer, et de fixer les bons critères de succès. Il y a une grosse phase ensuite qui suit de discovery, qui va de la research par plein de possibilités et plein de méthodes différentes, mais aussi par de l'exploration de data, avec laquelle on sort ce qu'on appelle un first use case, donc vraiment le problème d'un point de vue utilisateur qu'on veut résoudre. On passe ensuite à une phase de claim ou de pitch, où on essaie de transformer ce problème utilisateur fonctionnel en comment on essaierait de vendre, comment on souhaiterait vendre la solution qu'on apporte, parce que ça force en fait à tourner le problème autrement, pour pas que ce soit juste un problème de fonctionnalité, mais en fait un problème de marché, et de comprendre pourquoi en fait ça pose un problème de marché à un instant T. Et puis ensuite, je dirais qu'on déroule en fait le travail plutôt de design. Donc voilà, c'est quoi les touch points pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on a comme benchmark qu'on va absolument réemployer dans le design, et puis ensuite, dans la phase d'exécution, comment on crée le flow le meilleur possible,
Voilà. Et ensuite, la dernière phase étant décider si avec la solution avec laquelle on est arrivé, on a bien répondu à tous les points et est-ce qu'on lance ou est-ce qu'on lance pas. En tout cas, est-ce qu'on lance en dev, est-ce qu'on ne lance pas en dev. Donc je crois qu'avec cette méthode-là, on est capable en fait de rapidement, en général, c'est entre une et 3 semaines, avoir une discovery efficace, quoi. Après, je sais pas, peut-être que Sophie, tu veux élaborer là-dessus, mais je sais pas. Non, non, c'était un très bon résumé du framework. Effectivement, c'est tous nos projets, encore une fois, suivent ce process-là. Et du coup, donc, c'est, on va dire, le use case classique. Enfin, on suit vraiment ça tout le temps, systématiquement. Et, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, encore une fois, je pense que je me répète là-dessus, mais on est inclus dès le début parce qu'en fait, c'est difficile en tant que PMM ou content d'arriver sur une étape si on n'est pas forcément au clair sur le problème qu'on essaie de résoudre. Et il y a vraiment une obsession d'être clair sur le problème et en fait de l'avoir validé tous ensemble. Il peut pas y avoir plusieurs compréhensions du problème. En fait, il n'y en a qu'une seule. Et on est tous vraiment d'accord là-dessus. On est tous d'accord sur le use case. Et ensuite, après, les équipes sont suffisamment autonomes pour avancer sur les parties en fonction de nos expertises et on se sollicite mutuellement si besoin. Mais en fait, c'était un peu quelque chose dont peut-être les UX writers souffrent en général. Enfin, souffrent, c'est un grand mot, hein, mais de ne pas être inclus dès le début et de ne pas être inclus dès le kick-off. Et en fait, notre framework nous l'impose en fait. Donc, et au pire, si jamais c'est une réunion de trop dans la semaine, parce que voilà, on est tous à une réunion près, en fait, les choses sont tellement documentées que du coup, de toute façon, il y a une trace écrite et il y a toujours un document qui fait office de suivi de projet. Donc, de toute façon, tout est documenté. Donc on a l'info quelque part. Voilà, c'est juste pour compléter. Ok, super. Et donc, en cas d'une itération sur un flow déjà existant, comment vous répartissez les tâches? On repart sur on repart sur le même framework. En fait, il est valable que ce soit une nouvelle fonctionnalité ou une itération supplémentaire. Mais peut-être que sur une fonctionnalité qui est existante, on va avoir des échanges qui sont peut-être davantage sur la partie pitch, Ouais. orientée sur le contenu. Euh, Tu le disais un petit peu tout à l'heure, Nico, mais c'est pourquoi ce contenu n'a pas fonctionné. Enfin, du coup, on va avoir un espèce d'échange et de brainstorming un petit peu plus collaboratif sur le contenu. Essayer de l'analyser avec plusieurs points de vue, essayer d'analyser la problématique de plusieurs points de vue. Donc, c'est vrai que quand c'est un projet qui est existant, l'avantage, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a déjà travaillé dessus, qui a l'historique, mais voilà, on va aussi avoir un point d'attention sur le contenu de manière très tôt et essayer de mettre vraiment, encore une fois, l'obsession de nommer ce problème, quel est le problème, pourquoi c'est un problème, en quoi c'est un problème. Et ça, on va le faire tous ensemble. Et c'est pas parce que c'est du contenu que c'est le ressort du content designer solo dans son coin. De réfléchir au contenu, c'est vraiment, encore une fois, le framework nous pousse à être beaucoup plus collaboratif que ce qu'on pourrait l'être sans ça, quoi. Ok, donc j'ai l'impression que la question du framework a été tout à fait explorée. Est-ce que, Sophie, tu parles à d'autres content designers chez Blablacar? J'entends pas ce soir. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, donc on est deux chez Blablacar et on est répartis en fait sur les projets. Donc moi, je suis plutôt sur le scope initialement passager et Lisa est plutôt sur le scope driver. Mais en réalité, on a peu d'interactions entre nous. En fait, on va se voir parce qu'on va faire des workshops. Si on a vraiment une problématique très liée au contenu et qu'on a besoin d'un peu de jus de cerveau d'un autre créateur de contenu. Mais c'est vrai que sinon, on se croise peu dans le sens où on va plutôt se croiser pour s'assurer de la
cohérence et de la consistance de nos différents projets pour être sûr que du coup, on manque pas une information ou que le contenu que moi j'ai créé soit aussi cohérent pour ces projets à elle. Mais c'est vrai que les interactions qu'on a sont principalement avec nos équipes projets, en fait. Donc du coup, en fait, si je schématise ça, ça demande un effort presque supplémentaire de collaborer entre nous, content designers, parce on n'a vraiment aucune occasion de se croiser. Mais peut-être que c'est la même problématique pour toi, Nico, avec les PMM. Ouais, je pense que c'est assez similaire. Je pense qu'avec le temps, en fait, enfin après, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'en fait, les relations qu'on a créées aussi dans l'équipe sont quand même, je pense, on a du bol, on s'entend tous très bien. Et je pense que ça aide aussi à créer ce rapport de se parler, d'échanger plus souvent. Et clairement, je pense que depuis que l'équipe en fait monte en puissance, on est de plus en plus en collaboration. Enfin, nous on est trois PMM, donc ça reste encore jouable d'échanger au quotidien, quoi. Ok. Alors, dernière question. Avez-vous identifié des axes d'amélioration dans le framework? Et si oui, est-ce qu'il se passe quelque chose après l'identification? Bah, enfin, je sais pas, je commence, hein, mais moi, en fait, je pense que ouais, c'est ça, une question piège. Non, je pense qu'il y a forcément des axes d'amélioration. Je pense aussi que, enfin, Blablacar, ça reste, c'est une entreprise, on est déjà 700, mais ça reste une entreprise qui est encore qui vit plein de changements. Je pense que la période qu'on vit aujourd'hui avec les pénuries d'essence, l'inflation, enfin voilà, ça change notre marché. Et notre marché, il est impacté très régulièrement par tout ce qui se passe en fait dans la vie de nos clients. Donc je pense qu'en fait notre organisation, elle n'a pas fini d'évoluer. Euh, et je pense qu'en fait, au fur et à mesure que l'équipe Product Engagement, elle va prendre de plus en plus de place parce que maintenant on est bien inséré dans le processus, bah forcément, on va être de plus en plus sollicité. Donc on va être obligé aussi, nous, de mieux gérer notre temps, de mieux gérer nos priorités. Donc potentiellement, ce qui va devoir changer, c'est que peut-être qu'on va devoir être plus nombreux dans l'équipe IMM, plus nombreux dans l'équipe UX Writer, et du coup, ça va nous forcer à repenser ça, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça repose beaucoup sur le fait qu'on s'entende bien, et peut-être que ça marchera moins si on est 10 de plus. Donc moi, je sais pas, c'est plus, je pense, en tout cas, sur l'avenir, où je pense qu'on est tous conscients du fait que les choses qu'on fait maintenant, la façon dont on travaille ensemble maintenant doit orienter la façon dont l'équipe doit se construire à l'avenir et que ça manquera pas d'arriver. Donc, je pense que c'est pas tellement une inquiétude, mais c'est plus ou des trucs qu'on changerait. C'est plus de la vigilance sur comment on va pouvoir scaler sur les projets d'après, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'aussi l'équilibre de notre manière de travailler fonctionne parce que justement, on est plutôt bien répartis sur les différentes ressources, les différentes expertises. Et du coup, en fait, on avance avec le même rythme. Donc, il n'y a pas le content design qui fait un goulot d'étranglement à un moment donné dans notre process parce que du coup, on n'est pas assez staffé et que les PMM avancent très vite parce qu'ils sont très nombreux et que le contenu n'arrive pas à suivre parce qu'il peut pas être partout. Et je pense que c'est peut-être aussi, ouais, c'est peut-être la vigilance en tout cas de notre mode de fonctionnement, c'est de pas déséquilibrer en fait tout ça parce qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais comme tu le disais, Nico, peut-être que le process, il y aura trop d'étapes à suivre le jour où on sera beaucoup plus nombreux et les projets seront multipliés. Mais ça, encore une fois, c'est des questions ouvertes auxquelles on n'a pas du tout de réponse et qu'on verra au fur et à mesure. En tout cas, enfin, cette méthode de travail, elle a déjà bien évolué en un an et je pense que
le but, c'est pas de rester figé avec une manière de travailler, mais justement de réussir à la faire évoluer avec les personnes qui travaillent avec. Ok, c'est tout pour moi, comme on dit. Sauf si vous avez un dernier mot à ajouter, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est bon pour vous? Ouais, je pense. Super. Donc, merci encore de votre présence ici. Camille vient d'envoyer les replays sur le chat. Je me répète pour les personnes qui étaient là au début, mais si vous avez une idée d'un sujet dont vous aimeriez parler, contactez-nous. On est hyper réceptifs et surtout, on a besoin de personnes qui ont envie de présenter ou de répondre à des questions. Le format présentation n'est pas nécessaire, comme vous avez vu ce soir. Merci beaucoup.